Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de Sénat 360. Tout de suite, voici les titres. Jour de première pour les 3 nouveaux secrétaires d'État qui entrent au gouvernement. Pour remplacer Benjamin Griveaux, Mounir Mahjoubi et Nathalie Loiseau, ce sont Sibeth Ndiaye, Cédric O et Amélie de Montchalin qui ont pris leurs fonctions aujourd'hui. Bientôt, la fin du grand débat national et le Sénat compte bien peser sur la suite. Dès jeudi, les élus du Palais du Luxembourg auditionneront Emmanuel Wargon et Sébastien Lecornu avant un débat dans l'hémicycle prévu la semaine prochaine. Le conseiller territorial va-t-il remplacer les conseillers départementaux et régionaux? L'exécutif réfléchit à ressusciter ce projet voté sous le quinquennat Sarkozy, mais supprimé par François Hollande avant sa mise en œuvre. On en parlera dans cette édition. Et tout au long de cette émission, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tam Tranui est en salle des conférences pour les réactions sénatoriales à l'actualité. Ils sont donc 3 nouveaux membres au gouvernement nommés hier. Sibeth Ndiaye, Cédric O et Amélie de Montchalin ont participé ce matin à leur premier Conseil des ministres. Des personnalités considérées comme faisant partie du premier cercle d'Emmanuel Macron. Les explications de Jonathan Dupriez. Les fidèles ont été promus. À l'issue du remaniement, 3 proches du chef de l'État entrent au gouvernement. La surprise vient de la nouvelle porte-parole, Sibeth Ndiaye. Elle est l'ancienne conseillère en communication du président, à ses côtés depuis Bercy. À 39 ans, elle succède à Benjamin Griveaux, candidat déclaré à la mairie de Paris. Servir la France, c'est pour moi avant tout servir tous les Français. Ce que je souhaite, c'est que ce ministère leur soit ouvert. Ce ministère qui bien souvent est considéré comme celui de la parole, je veux d'abord qu'il soit celui de l'écoute. La France m'a beaucoup donné, aujourd'hui c'est à mon tour de le lui rendre. Autre conseiller de l'ombre du président nommé au gouvernement, Cédric O, ex-trésorier de campagne d'En Marche. Il prend la tête du secrétariat d'État au numérique à la suite du départ de Mounir Mahjoubi. Fierté et émotion devant cette nomination. Je remercie le président de la République et le Premier ministre pour leur confiance. French Tech, inclusion, plateforme, numérisation de l'État. Dès demain, au travail aux côtés de Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Amélie de Montchalin, 33 ans, a elle aussi été récompensée. La députée LREM de l'Essonne remplace Nathalie Loiseau aux affaires européennes en tant que secrétaire d'État, là où Nathalie Loiseau était ministre de plein exercice. Cette spécialiste des questions économiques écope d'une tâche ardue à quelques mois des européennes et en plein Brexit. Ma mission, continuer de mettre en œuvre le projet européen du président. À la suite de Nathalie Loiseau, mobiliser toute mon énergie à appliquer ce projet sur le terrain pour apporter des solutions concrètes aux Français. Si avec ce remaniement, Emmanuel Macron resserre les rangs, ces nominations démontrent pour l'opposition un isolement du chef de l'État. Et pour évoquer ce remaniement, on rejoint Tam Tranui qui est avec Catherine Procaccia, la sénatrice Les Républicains du Val-de-Marne. Oui, Catherine Procaccia, votre commentaire d'abord sur ce remaniement et d'abord sur le fait que d'anciens conseillers d'Emmanuel Macron entrent au gouvernement, l'une comme porte-parole du gouvernement et l'autre comme secrétaire d'État au numérique. Eh bien, d'abord, un petit peu étonnée. Jusqu'à présent, on avait eu le droit à des super professionnels, inconnus tous du public, ça ne change pas. On avait eu le droit à des hauts fonctionnaires, mais jamais à des simples conseillers qui n'ont jamais été élus, n'ont jamais été dans la haute administration, ne connaissent pas particulièrement les élus. Donc c'est pour vous, assez... ce ne sont pas de bons profils ? J'espère qu'ils seront meilleurs que ne laisse augurer déjà leur profil, mais ça me semble dire qu'Emmanuel Macron est vraiment à court de personnes et de personnalités pour entrer dans le gouvernement et qu'il est obligé de faire appel à des conseillers qui en rien ne peuvent répondre soit aux attentes des élus, soit aux attentes de la population. Est-ce que c'est un casting par défaut qui traduit l'isolement du président de la République et une certaine concentration des pouvoirs à l'Élysée aussi? En tout cas, ça prouve l'isolement du président de la République qui est obligé de faire appel à des très proches et à des conseillers. Et c'est sûr que ça n'est pas une
preuve de l'ouverture, d'une ouverture politique qu'il avait préconisée au début. En plus, avait-il besoin de renommer 3 secrétaires d'État? Enfin, d'abord un ministre qui passe secrétaire d'État, mais ça a été amplement commenté. Une fonction. Vous le regrettez que le fait que la ministre des Affaires européennes devienne un simple secrétariat d'État, ce n'est pas un bon signal vis-à-vis de l'Europe pour vous? Disons que juste quelques semaines avant les élections, c'est un peu étrange. C'est tout. Mais ça prouve peut-être aussi que c'est Emmanuel Macron qui veut mener la politique européenne et non pas sa secrétaire d'État. Quant aux 2 autres, mon porte-parole du gouvernement, je ne veux pas dire que je vais regretter Benjamin Griveaux, qui a toujours été très agressif et qui a manié les petites phrases. J'espère que son successeur sera un petit peu plus agréable que ne l'était Griveaux. Et justement, à propos de petites phrases, Sibeth Ndiaye a tout de suite vu ressortir certaines de ses anciennes déclarations, notamment le fait qu'elle a dit assumer mentir pour protéger le président. Elle a répondu tout à l'heure lors du point presse, elle a dit que c'était des phrases tronquées, mais est-ce que cela discrédite pour vous sa parole ? Oh non, pas particulièrement. Je ne lui fais pas un procès d'avance. Au moins, elle l'avait assumé et d'autres l'ont peut-être pas assumé. Plein d'autres ont menti ou plein d'autres ne savent absolument pas ce que va dire le président et osent affirmer que le président de la République, quel qu'il soit d'ailleurs, pense ou va dire telle chose. Donc non, moi je ne fais pas de procès d'intention. Je regrette simplement, c'est le profil de ces 3 personnes qui me surprend. Donc il a une députée, mais une députée En Marche. Et on a bien vu, il nous a toujours sorti du chapeau des gens qui sont plutôt inconnus dans des députés. Vous prenez tous les derniers. Bon, c'est pas un casting surprenant. Elle a commencé à se faire connaître, mais peut-être uniquement dans le milieu. Amélie de Montchalin. Oui, Amélie de Montchalin. Peut-être uniquement dans le milieu. Des jeunes pousses prometteuses tout de même pour l'Assemblée nationale. Oui, elle au moins elle est députée. Elle a vu quelque temps comment ça fonctionnait, mais les 2 autres, je ne suis pas sûre qu'ils soient vraiment très amènes de pouvoir apporter quelque chose de plus au gouvernement. Et puis, je terminerai simplement, il avait annoncé 15 ministres et très peu de secrétaires d'État avant d'être élu. Maintenant, on est à 18 ou 19 ministres, presque autant de secrétaires d'État. Rien ne change. Rien ne change dans le nouveau monde. Eh bien, merci beaucoup Catherine Procaccia d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci Tam pour cette interview. Quelles sont les relations d'Emmanuel Macron avec ses prédécesseurs? Le chef de l'État était ce week-end aux côtés de Nicolas Sarkozy pour une commémoration, alors que dans le même temps, François Hollande, dont il a été ministre, a torpillé certains de ses choix dans une interview aux Parisiens, résumé des faits par Adrien Develay. Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, côte à côte. Dimanche 31 mars, dans les Alpes, les 2 hommes rendaient un hommage aux résistants de la Seconde Guerre mondiale. Les 2 hommes d'État entretiennent une relation respectueuse. Il se dit même qu'Emmanuel Macron prend souvent conseil auprès de son prédécesseur, notamment sur les affaires européennes. Macron me consulte, ce n'est pas toujours le cas de ma famille politique. Il me traite bien. Nicolas Sarkozy se montre parfois critique envers l'action du gouvernement, surtout face à la multiplication des actes antisémites et sa gestion de la crise des Gilets jaunes. Mais pas de quoi fâcher les 2 hommes qui ont fait le trajet ensemble jusqu'en Haute-Savoie. L'absent remarqué de ce déplacement, c'était le prédécesseur direct d'Emmanuel Macron, son ancien mentor, François Hollande. Mais ce dernier l'assure, il n'est pas vexé. Donc Emmanuel Macron a voulu faire un geste de courtoisie à l'égard de l'ancien président Sarkozy, en l'invitant, et je n'ai pas de... Donc pas de vice pour toi vis-à-vis de vous? Non, je n'ai pas vécu en tout cas comme tel. Pourtant, depuis le début du mandat, l'ancien président multiplie les piques envers son successeur. Hier encore, dans une interview au journal Le Parisien, il revient notamment sur la gestion du mouvement des Gilets jaunes. Si une issue avait été trouvée plus rapidement, ce mouvement n'aurait pas eu cette ampleur. Habituellement, les anciens présidents de la République observent un devoir de réserve, mais les 2 anciens présidents ne semblent pas décidés à abandonner complètement la vie politique, quitte à mener la vie dure à leur successeur. Et pour prolonger ces sujets, on retourne voir Tam Tranui en salle des conférences du Sénat. Tam, vous êtes avec Richard Yung, sénateur En Marche des Français de l'étranger. Oui, Richard Yung, d'abord, votre commentaire sur ce qu'a pu dire François Hollande ce week-end. François Hollande qui juge qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui plus proche des idées de Nicolas Sarkozy que des siennes de l'ancien président socialiste. Qu'en pensez-vous ?
Je ne souhaite pas commenter des propos de polémique qu'alimente malheureusement François Hollande, dont j'ai soutenu l'action pendant de nombreuses années, mais qui là, ces derniers temps, s'exprime à tort et à travers. Darmanin a eu ce matin une belle formule, grand causeur, petit faiseur. Alors vous déplorez ces paroles de l'ancien président socialiste. On a tout de même pu voir en tout cas la proximité sur le plateau des Glières du président de la République avec Nicolas Sarkozy. Mais madame, qui ne cesse de rappeler qu'il a eu parfois des discours qui lui ont été transmis. Il y a une proximité entre l'actuel président de la République. C'est normal qu'au plateau des Glières, qui est un haut lieu de la résistance, du combat contre les Allemands, où il y a eu 300 ou 400 tués, c'est normal que les présidents et les hautes autorités se retrouvent. C'est ce qui fait l'unité de la nation. De la même façon qu'ils se retrouvent quand il y a malheureusement des obsèques nationales aux invalides. Ça a une seule signification, c'est que la nation est unie. Alors on va aussi parler du remaniement. Richard Yung, votre commentaire sur ce remaniement où l'on a vu notamment 2 anciens conseillers d'Emmanuel Macron qui entrent au gouvernement. Est-ce que ce sont pour vous les profils adéquats ? Écoutez, je ne suis pas le président de la République, donc ce n'est pas moi qui fais le gouvernement. C'est son affaire, j'ose pas dire privée, c'est pas vraiment privé, mais enfin c'est son affaire avec bien sûr le Premier ministre. Il y a tous les scénarios possibles dans ces cas-là. Il a choisi des personnes jeunes, dynamiques, efficaces, compétentes. Tous ont moins de 40 ans. Voilà, 2 femmes, donc rééquilibrage de la parité. Avec une expérience à acquérir en tant que ministre. Voilà, c'était des conseillers, ils deviennent ministres, donc ils changent de profil. Ça fait une marche tout de même. Ça fait une marche, mais arriver dans le monde politique de cette façon. Si vous prenez les 20 dernières années, vous en trouverez un grand nombre. Je pense au président Pompidou, par exemple, qui était directeur de cabinet. Certains jugent que ce remaniement traduit aussi l'isolement d'Emmanuel Macron et qu'il a été obligé de prendre dans son premier cercle pour pouvoir alimenter le gouvernement et qu'il manque de ressources à ce niveau-là. Oui, j'ai entendu cette critique qui me surprend un peu parce qu'il avait le choix de prendre différentes manières. Il a eu ce choix de s'appuyer sur des gens qu'il connaît bien, dans lesquels il a évidemment confiance. En même temps, nous savons que c'est un remaniement, comme on dit, technique, et que sans doute, après les élections européennes et après un certain temps que je ne connais pas, il y aura sans doute un remaniement politique plus profond, plus politique. Un changement lors de ce remaniement, c'est le fait que la ministre des Affaires européennes soit remplacée par un simple secrétariat d'État. Est-ce que pour vous, qui aimez tant l'Europe, c'est une déception ? C'est vrai que j'aime l'Europe. Voilà, ça vous avez raison là-dessus. Mais est-ce que ça change beaucoup d'être un ministère de plein exercice, un simple secrétariat d'État? C'était comme d'ailleurs c'est le cas pour Monsieur Lemoyne, c'était un ministre rattaché en quelque sorte au ministre des Affaires européennes et des Affaires étrangères, donc à Monsieur Le Drian. Alors, je ne crois pas que ça change énormément de choses. Et un mot sur le profil d'Amélie de Montchalin, spécialiste de fiscalité, fer de lance de la suppression de l'ISF. Certains y voient un mauvais signal envoyé à la mobilisation sociale actuelle. Écoutez, ceux qui veulent rétablir l'ISF, évidemment, vont penser ça. Ceux qui l'ont voté, comme moi, ne le pensent pas. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose de nommer là, en pleine phase de nouveaux parlements européens, de nouvelles commissions, de nommer quelqu'un qui connaît bien les questions économiques. Ça va être au cœur de tous les débats européens pour les mois et les années qui viennent. Eh bien, merci beaucoup Richard Yung d'avoir répondu à mes questions. Merci Tam. Le remaniement et les rapports d'Emmanuel Macron avec ses prédécesseurs, on en parle tout de suite dans le premier débat de Sénat 360.
Et pour en parler, j'accueille sur le plateau mes invités. Messieurs, bonjour. David Assouline, vous êtes vice-président du Sénat et sénateur socialiste de Paris. Merci d'être présent sur le plateau. Bonjour. Vincent Delahaye, vice-président du Sénat également et sénateur Union centriste de l'Essonne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et enfin, Grégoire Milot, fondateur et président de l'agence Conseil en communication politique État d'esprit Stratis. Bienvenue sur le plateau. Bonjour. Alors, messieurs, avec ce remaniement, ce sont des nouvelles têtes au gouvernement, mais dans l'ombre, on les connaissait déjà, c'est des proches conseillers d'Emmanuel Macron. Grégoire Milot, est-ce que finalement c'est le changement ou c'est une continuité ? C'est la continuité dans le changement, comme disent certains. Ce qui est vrai, c'est qu'on a une proximité évidente. D'un autre côté, il vaut mieux être proche de ces ministres. Le deuxième point qui a été dit beaucoup, c'est la confiance. Et c'est évident qu'un porte-parole est toujours quelqu'un de confiance. Quand on regarde la liste des porte-paroles des précédents gouvernements, voilà, on trouve plutôt des politiques, et que ce soit Alain Juppé en son temps, Roland Dumas ou Max Gallo avec François Mitterrand, on a des proches. Donc ce qui est vrai, c'est qu'on a ces caractéristiques, mais on a quand même du changement, parce que les noms que je citais justement étaient avant tout des politiques. Là, elle a travaillé depuis de nombreuses années avec le président de la République. Sibeth Ndiaye. Exactement, en tout cas, oui, mais c'est vrai aussi que la carrière politique d'Emmanuel Macron est récente. Donc en tout cas, il peut compter sur elle, et c'est ce dont il a besoin. David Assouline, vous dites pas depuis longtemps, parce que Sibeth Ndiaye, elle a travaillé dans les réseaux de gauche précédemment. Finalement, le président, il continue un peu ce qu'il a fait. Amélie de Montchalin vient plutôt de la droite. Sibeth Ndiaye, plutôt, elle a travaillé dans les cabinets de gauche. Finalement, c'est toujours le en même temps présidentiel ? Écoutez, ce remaniement veut dire bien plus de choses que cela, parce que d'abord, pourquoi il y a ce remaniement ? Vous avez quand même deux personnes qui, au moment où va commencer une élection européenne, avec cet enjeu au cœur du débat, au moment où il faut sortir, et on n'est pas sorti d'une crise sociale et politique avec la fin du grand débat, eh bien, sortent parce qu'ils ont l'ambition de conquérir Paris. Ils étaient heureux de servir la France, d'un coup ils sont plus heureux, quoi. C'est autre chose. Il faut avoir d'autres ambitions. Bon, c'est pas une question d'ambition. Moi, je m'en fiche un peu des ambitions des uns et des autres. On a l'ambition de servir son pays, d'être utile à son pays. On fait de la politique pour ça. Après, chacun peut avoir des plans de carrière. Mais enfin, quand ça domine ce pourquoi on se bat et ce pourquoi on s'engage, il y a un problème. Donc, je tiens à le dire quand même, parce qu'il y en a qui passent ça comme si c'était rien. Non, c'est pas rien. Quand on a porté la parole du gouvernement dans ce moment-là, qu'on dit je pars parce que j'ai envie de Paris et qu'on trouble à ce point le message, il y a un problème. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que le président, à l'évidence, ne sait plus où puiser. C'est-à-dire que il n'avait pas, effectivement, des soutiens politiques de longue date, avec des partis implantés qui ont sélectionné à travers les années des élus. Qui n'avait pas ce réservoir, finalement. Ça a été un peu vite, il a réussi à gagner comme ça, mais à exercer le pouvoir, il n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on pouvait gagner comme ça, je ne l'avais pas prévu, mais diriger une république aussi vieille et aussi puissante et aussi politique que la République française, avec ses élus locaux, avec les expériences que l'on acquiert au fur et à mesure. Et c'est comme ça que se fait la sélection. Là, très franchement, on prend dans le dernier cercle qui reste à l'Élysée, je ne sais plus ce qui va rester à l'Élysée d'ailleurs, des techniciens, alors que la demande aujourd'hui, ou en tous les cas la nécessité, c'est de réhabiliter la politique, et notamment d'entendre ce qui a été dit par rapport aux élus. Et là encore, je dirais tout à l'heure ce que je pense sur le choix d'une ministre qui s'assume comme libérale, qui est pour supprimer des centaines de milliers d'emplois dans la fonction publique. On va évoquer le profil des différents entrants. Je profite pour accueillir Émilie Zapalski sur notre plateau, communicante politique et fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Bienvenue parmi nous pour débattre de ce remaniement. Vincent Delahaye. Alors ce profil justement, on a évoqué Amélie de Montchalin, elle vient des équipes d'Alain Juppé, elle vient de la droite. Finalement, est-ce que pour le projet européen d'Emmanuel Macron, c'est une bonne nouvelle qu'elle intègre le gouvernement ?
Écoutez, moi, d'abord, je la connais bien, Amélie de Montchalin, puisqu'elle est députée de ma circonscription. J'ai été maire de Massy pendant 22 ans. Et elle est députée de l'Essonne. Députée de l'Essonne et de la circonscription dans laquelle je me trouve. Donc, je la connais bien. C'est une fille compétente, dynamique. Maintenant, après, sur le fond des idées, on peut en débattre. Moi, ce que je voudrais, c'est quand même sur ce remaniement, dire quelques petites choses qui me choquent. D'abord, ça m'a toujours choqué que Emmanuel Macron, élu président de la République, ne cherche pas à rassembler et à élargir sa majorité. Je considère que quand on est élu, on est là pour aussi élargir. On le fait en tant que maire, on le fait quand on est élu sur le terrain. Et je pense qu'au niveau du président de la République, j'aurais préféré qu'il cherche à élargir très tôt. Et là, on a plutôt l'impression que non seulement il ne l'a pas fait au début, mais plus on avance et plus on va, plus ça se rétrécit. Un gouvernement de fermeture, disent certains. C'est plus qu'une impression, c'est une réalité. On voit qu'il y a 2 conseillers de l'Élysée qui se retrouvent secrétaires d'État. Alors, en plus, pour le porte-parole, là, on citait quelques noms tout à l'heure, un peu plus connus que ceux de la nouvelle chargée de ce rôle. Voilà, Sibeth Ndiaye. Simplement, Federico, c'est pas mieux. Ils avaient des fonctions ministérielles autres. En général, on prenait un porte-parole qui avait d'autres fonctions ministérielles et pas uniquement le fait. Sinon, il y a un porte-parole de l'Élysée, il y a un porte-parole de Matignon, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je suis plutôt contre. Je trouve que pour les affaires européennes, c'est un mauvais signal quand même de passer de ministère à secrétariat d'État en pleine campagne européenne là, qui va démarrer. Je trouve ça quand même, pour quelqu'un qui s'affirme vraiment européen, je trouve quand même que le symbole est malvenu. Et prendre des conseillers de l'Élysée pour être secrétaire d'État, d'autres pour être candidat aux élections européennes ou de Matignon pour être candidat aux élections européennes, moi je préférerais qu'on fasse confiance à des gens qui ont fait leur preuve sur le terrain, ce qui est le cas de nombreux élus, et je trouve que mettre des conseillers comme ça directement, soit secrétaire d'État, soit directement candidat aux élections européennes, ça ne me paraît pas être vraiment synonyme d'un nouveau monde. Émilie Zapalski, c'est aussi le choix de la jeunesse. C'est des gens, effectivement, qu'on ne connaissait pas, même s'ils œuvraient déjà dans l'ombre. C'est aussi ça, peut-être la méthode Macron, finalement, de faire ce là où on ne l'attendait pas. Mais je pense surtout que c'est pas le moment, vous parlez d'ouverture ou de gouvernement de fermeture, je pense que c'est pas du tout le moment pour faire un changement radical et intégrer des personnalités qui seraient plus à connotation sociale ou gauche. Je pense que c'est pas du tout le bon moment, et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron le joue bien en récupérant ses conseillers, et c'est pas un remaniement de grande importance, c'est pas le changement du ministère de l'Intérieur ou du ministère de l'Économie ou du Travail ou du Premier ministre comme on pourrait imaginer qu'un jour... Voilà, ou qu'on pourrait imaginer un jour vienne. Voilà, alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme vous l'avez dit, c'est qu'il y a quand même une espèce de problème de recrutement. On l'a dit, hein, le banc de touche, il y a personne, et on voit bien cette difficulté. Aussi bien ça a marché pour la campagne, pour gagner, pour avoir ce défi de gagner, aussi bien pour durer. C'est compliqué pour Emmanuel Macron de réunir ses troupes, de rassembler et d'attirer, parce que vous dites aussi, députés, aller chercher d'autres, mais il faut qu'ils aient envie de venir. On l'avait vu au moment du changement de Gérard Collomb, c'était compliqué. Le changement de Nicolas Hulot, c'était compliqué aussi, parce que les gens ne se précipitaient pas pour être candidats. Donc il y a ce problème-là. Est-ce que c'est une question du management, puisqu'Emmanuel Macron comparait souvent la Startup Nation, et en tant que manager, on pourrait se questionner, est-ce qu'il délègue assez? Il est plus proche de Steve Jobs que de Didier Deschamps, on va dire, quoi. Il y a un côté d'avoir envie de garder le pouvoir, et peut-être qu'au bout d'un moment, ça fatigue un petit peu les uns les autres. D'ailleurs, dans les conseillers qui sont partis récemment, on parle de fatigue, hein, que les gens sont à bout. Après, bon, c'est aussi un argument pour partir. Alors, on a évoqué le cas de Sibeth Ndiaye, hein, c'est la nouvelle porte-parole du gouvernement, et aujourd'hui, elle présentait son premier compte-rendu de Conseil des ministres. Alors, elle a répondu à la polémique entourant d'anciens propos, et elle a dessiné également les contours de sa mission de porte-parole du gouvernement. On l'écoute. Les paroles auxquelles vous faites référence sont des paroles qui ont été sorties de leur contexte, des paroles qui ont été tronquées. Je crois qu'un certain nombre d'entre vous étaient d'ailleurs présents au moment où je les ai prononcées. Elles visaient à protéger la vie privée du président de la République dans un moment de vie personnelle. C'était ce qui était ma fonction à l'époque, de faire en sorte de défendre et de protéger le président de la République. Aujourd'hui, en tant que ministre, j'ai une nouvelle responsabilité. J'aborde d'ailleurs ces fonctions avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sincérité. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai toujours un certain franc-parler. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, dans mon rôle de porte-parole du gouvernement,
l'engagement qui est le mien, c'est que les propos que je tiendrai sont des propos qui reflèteront ce qu'est l'action du gouvernement et qui auront vocation à rendre plus intelligible, plus claire cette action au quotidien en direction des Français. Et j'espère que vous me jugerez sur les propos que je tiens et non pas sur ceux que l'on me prête. Alors les propos que Sibeth Ndiaye évoque, c'est quand elle avait dit, selon certains journalistes, qu'elle était prête à mentir pour protéger le président de la République. C'était au moment où elle était conseillère presse à l'Élysée, donc elle dément, elle dit que ce sont des propos tronqués. Mais finalement, Grégoire Milot, c'est le rôle du porte-parole de finalement défendre coûte que coûte les positions du gouvernement et du premier d'entre eux, le chef de l'État. L'intitulé de son poste est assez clair. Porte-parole, elle a vocation, à l'issue du Conseil des ministres et à d'autres moments, de porter la voix du gouvernement. Je réagis quand même sur nos échanges de tout à l'heure, parce que j'ai un peu le sentiment qu'on regarde aujourd'hui la situation actuelle avec un regard et un logiciel politique d'avant. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, ce que vous faisiez, vous regrettiez le départ de Benjamin Griveaux et de Mounir Majoubi, j'allais presque dire, c'est plutôt sain le fait de ne pas cumuler le fait d'être candidat et de poursuivre une carrière ministérielle. Vous pouvez attendre après les élections européennes, parce qu'on parle de remaniement, on pouvait attendre. Mais c'est vrai aussi que là, ça prouve deux choses. Un, que le choix du candidat de La République En Marche pour Paris n'est pas décidé. Donc il y en a deux qui, dès aujourd'hui, ont commencé leur campagne. Mais je trouve, j'ai pas mal organisé de réunions sur le grand débat national pour pas mal de collectivités. Et j'ai été marqué par le décalage incroyable entre les citoyens et les élus et la chose publique. Et le fait de faire les choses un petit peu différemment, de en effet arrêter sa mission ministérielle parce qu'il préfère en effet se battre et en tout cas aller sur le terrain à Paris, plutôt que de continuer à cumuler, aller le dimanche matin dans un marché et continuer à travailler au gouvernement. Je trouve que c'est plutôt ce qu'attendent les citoyens aujourd'hui. David Assouline, vous êtes sénateur de Paris, donc... Mais vous inversez complètement les choses, là, je ne comprends pas le manque de neutralité de votre propos. Le problème, c'est bien entendu que ce n'est pas bien de cumuler les deux. C'est pas une question d'anciens qui accepteraient la chose. Moi, je fais de la politique depuis un certain temps et je pense qu'on ne peut pas, que c'était très gênant qu'il, au moment où il devait commenter, appuyer la politique du gouvernement, et qu'il était invité sur les plateaux pour ça, pas pour autre chose, il casait son quart d'heure ville de Paris et qu'on se demandait... Il était déjà en campagne on se demandait ce qui était prioritaire, des fois dans des situations graves, on se demandait mais il est là pourquoi. Donc j'ai d'ailleurs plusieurs fois fustigé cela. Le problème c'est que quand il était porte-parole, il fallait qu'il se consacre entièrement à cette tâche et qu'il arrête de confondre les rôles. Voilà, c'est ça que je préconisais. Et là, maintenant, je pense que dans la situation actuelle, il fallait attendre un petit peu parce que le débat européen est un débat très très important qui était lancé avec Madame Loiseau, la liste. Il part à ce moment-là et dit c'est Paris le plus important, alors qu'il y a quand même quelques étapes. C'est juste pour vous rappeler, les municipales, c'est dans 1 an. Donc, on n'est pas obligé de penser que ça passe avant même le fait qu'une crise sociale et politique telle qu'on l'a connue est secondaire par rapport à cette ambition personnelle. Voilà, ça c'est mon sujet, mais ça ne veut pas dire que moi, je veux qu'on cumule les deux, je veux l'inverse, qu'il se consacre à une tâche qui était très importante jusqu'au bout, et d'ailleurs, c'est s'il le fait bien et s'il va jusqu'au bout qu'il sera un peu crédible pour dire qu'il en veut une autre. Bien. Alors, maintenant, quand même, je voulais dire un mot sur le remaniement côté ministre des Affaires européennes, qui est d'ailleurs supprimé, secrétaire d'État, qui est mauvais signe, bon, ça a été commenté, mais c'est sur le fond. Là, c'est un choix d'orientation. Sur les deux autres, c'est un choix technique. Amélie de Montchalin, qui s'assume comme libérale, pour vous, c'est un... Elle s'assume comme libérale, donc c'est pas un mauvais procès que de le dire. Elle a porté la suppression de l'ISF à l'Assemblée. C'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot, mais c'est une grande différence politique avec moi, par exemple, et mon courant politique, je l'assume, mais qu'on ne dise pas qu'au gouvernement, on est et l'un et l'autre, et qu'on est ni dans le... La marque de fabrique sur le plan social et économique est d'abord libérale. Et d'ailleurs, c'est pour cela que vous et la droite en général a du mal sans surjouer la différence. Vous savez le faire, la surjouer, mais sur le fond,
vous êtes d'accord sur les orientations. Donc il y a la suppression, elle a été le fer de lance de la suppression de l'ISF, c'est vos propos, donc c'est pas des propos... C'est elle qui le portait à l'Assemblée nationale. Bien sûr, mais aussi c'est elle qui défend le plus le fait de... disons, réduire la dépense publique au sens où soutenir le fait de supprimer des centaines de milliers d'emplois dans la fonction publique. On a bien entendu votre argument sur... Or, quand même, on parle des gilets jaunes, de ce qu'ils réclament, etc. Ils réclament une chose, parce que c'est au cœur de la fracture territoriale, c'est que le service public soit là dans la proximité, partout où il a disparu. Je ne sais pas comment ils vont faire pour que cette revendication soit satisfaite, qu'on retrouve un médecin, qu'on retrouve une ligne de SNCF, qu'on retrouve des choses évidentes qu'il faut pour pas qu'il y ait cette fracture territoriale. Ça dépasse un petit peu le cadre du remaniement, là. Pas du tout, c'est que c'est un choix. Moi je réagis parce qu'il y a un point important, c'est que l'Europe... Attendez, parce qu'il y en a un dont on n'a pas encore parlé, c'est Cédric O, finalement c'est le moins connu des 3 nouveaux entrants au gouvernement, et il vient de remplacer Mounir Majoubi. La passation vient de se terminer il y a quelques instants, je vous propose de l'écouter. C'est une continuité de combat. Combat pour que le numérique soit une chance, celle de services plus accessibles, plus simples et plus efficaces. Et pas une exclusion de ceux qui ne savent manier ni la souris ni le clavier. Combat aussi pour mettre en place un nouveau modèle de régulation du web, pour qu'il ne soit pas un lieu de non-droit et que la liberté qui a présidé à sa création ne soit pas le terreau de cette destruction. Combat enfin pour pousser toujours plus loin, l'ambition de la tech française, car c'est une condition indispensable pour créer les emplois et l'activité de demain, mais déjà d'aujourd'hui. Émilie Zapalski, pardon. Cédrico, on a entendu, première prise de parole plutôt classique. On ne prend pas de risque, mais c'est finalement quelqu'un qui s'était toujours intéressé au dossier du numérique. D'ailleurs, il traitait en sous-main, il organisait les rendez-vous avec les GAFA, avec Emmanuel Macron. Oui, je pense que là, c'est un petit peu la politique du mérite, et je reviendrai. Alors, peut-être que l'orientation libérale de Amélie de Montchalin vous gêne, mais en tout cas, c'est 2 personnalités qui sont expertes, qui sont reconnues pour leur travail bien fourni. Amélie de Montchalin, à la Commission des Finances, elle a été remarquée. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a avancé vite, qui est jeune, et voilà. Et Cédric O, c'est la même chose, c'est des experts qui sont nommés. Il n'y a pas tellement d'événements là-dessus, mis à part peut-être, alors ce que vous dites, si c'est plus libéral maintenant, mais sur la partie européenne, mais d'autant plus que le secrétariat des affaires européennes, c'est interministériel, c'est-à-dire qu'ils vont être dépendants de ce que décide aussi le ministère de l'Agriculture pour la politique agricole européenne, commune, du ministère de l'économie, en fait. Donc c'est quand même... Non, il n'y a pas besoin d'autant de ministres, c'est ça que vous dites. C'est pas du tout ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle ne va pas non plus décider tout de l'Europe toute seule avec sa vision ultralibérale que vous critiquez. Après, je reviendrai sur ce qu'on disait. Moi, ce qui m'inquiète plus, et ce qui est peut-être à inventer, c'est justement cette façon dont les ministres ou les hommes politiques, hommes et femmes politiques, ont cette carrière beaucoup plus individuelle et viennent, partent, arrivent dans le public, repartent dans le privé. Il y en a déjà eu avant. On a eu Philippe Petit, on a eu Arnaud Montebourg. Et c'est peut-être, qu'est-ce que c'est maintenant cet engagement dont vous parlez, cet engagement public, jusqu'où il va, quelle est l'obligation morale qu'on a? Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer ces va-et-vient, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est l'évolution de la société. C'est en écho avec ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, où il y a des contrats différents, des modes de travail différents. Donc il va falloir un petit peu composer avec tout ça, et ça crée en effet des changements, y compris au niveau du gouvernement. Vincent Delahaye, on a entendu le débat entre finalement l'expertise politique des gens qui ont été élus et l'expertise dans leurs fonctions précédentes. Cédrico, il a travaillé dans de grands groupes. Finalement, est-ce qu'il faut opposer les carrières politiques aux carrières à côté, dans le privé? Non, moi je crois que c'est très très bien. Moi, vous savez, avant de faire de la politique, j'ai travaillé 13 ans dans le privé, donc je connais le privé. J'ai pas fait les HEC comme deux nouveaux ministres, mais j'ai fait les SEC, c'est pas mal aussi. Et je pense que c'est très bien d'avoir une expérience en entreprise, dans le privé, et de faire de la politique aussi après. C'est pas toujours facile d'attirer des gens de l'entreprise vers la politique, puisqu'on n'est pas très bien rémunéré dans la politique. Ça, on le dit pas assez. Les gens pensent qu'on est super bien rémunéré, hein, quand on les croise dans la rue, ils nous donnent des chiffres vertigineux, mais c'est pas du tout le cas. Donc moi je crois que c'est très très bien d'avoir ces passerelles. Là simplement,
c'est vrai que c'est sans doute un remaniement technique. J'attends de voir s'il y aura vraiment un remaniement politique plus tard. Je ne suis pas sûr que pour 2 d'entre eux, ils étaient obligés de partir tout de suite. Je pense qu'ils auraient pu partir un peu plus tard. Et du coup, on aurait peut-être un peu moins parlé de ce remaniement qui finalement est effectivement un rétrécissement de sa base électorale vers ses conseillers. Ce qui ne me semble pas être bon pour le pays. Au final, moi je pense qu'on doit être dans un esprit d'ouverture et de rassemblement, et Macron devrait l'être, et je trouve qu'il ne l'est pas suffisamment. Alors, excusez-moi, je voulais aborder un autre sujet, parce que justement, vous dites la politique du rassemblement. Emmanuel Macron, quelle relation il a avec ses prédécesseurs? On l'a vu ce week-end, dans sa démarche de rassemblement, il était aux côtés de Nicolas Sarkozy au plateau des Glières pour commémorer finalement la résistance. Et dans le même temps, François Hollande faisait lui une interview aux Parisiens où finalement il dézinguait un peu la politique du gouvernement. Donc sur cette politique du rassemblement, Vincent Delahaye, que vous venez d'évoquer, est-ce qu'Emmanuel Macron il fait assez pour rassembler en tout cas ses prédécesseurs? En tout cas là-dessus, je pense qu'il essaye. Alors je ne sais pas s'il a invité François Hollande comme il a invité Nicolas Sarkozy. Visiblement non. Je ne le pense pas. Je pense qu'il aurait été bien inspiré de faire les deux. Parce que moi, je pense que la résistance, elle appartient à la France et à toute la France. Et donc, je pense que les anciens présidents de la République puissent se retrouver. Je pense que c'est bien. Oui, moins certains. Enfin bon. Non, mais ça pèse aujourd'hui dans la vie française. C'est vrai. Mais je pense que de ce point de vue-là, il le fait. Mais sur le plan politique, sur le plan du rassemblement assez large dont il aurait besoin en fait pour réformer la France, parce que c'est pas si facile que ça, je pense qu'on irait dans un esprit de coalition plus que de rétrécissement sur ses bases, ce que finalement a fait Chirac, ce qu'a fait Hollande, ce qu'a fait Sarkozy aussi. Je pense que c'est le rôle, même si Sarkozy a essayé de faire un petit peu plus d'ouverture, je pense que c'est le rôle du président aussi d'essayer de rassembler pour toucher le maximum de Français et faire des coalitions comme on sait le faire en Allemagne. Il n'y a pas de raison qu'en France, on n'y arrive pas. David Assouline, quand vous voyez cette proximité d'Emmanuel Macron avec Nicolas Sarkozy, ce week-end, mais ça s'est déjà vu avant, vous vous dites quoi? Non, moi, je ne veux pas surinterpréter. Je ne suis pas un commentateur. Sur la résistance, c'est bien de rassembler des chefs d'État républicains, parce que c'est un enjeu aussi qui est devant nous. Et le problème, justement, c'est que dans la classe politique française, bien installée, 2 fois en 20 ans au 2e tour de la présidentielle, il y a un courant politique qui a une filiation directe avec ceux qui ont plutôt collaboré et été contre la résistance. Donc je ne pense pas qu'on doit faire de la politique aérée. Si c'est un peu ce qui a été fait quand même en écartant un président qui n'a pas été invité, mais qui s'est bien rattrapé dans le Parisien. François Hollande. Si vous voulez qu'on aborde le sujet de son interview, j'ai beaucoup de choses à dire, mais comme on va l'aborder très rapidement. Voilà, quand vous voulez. Mais là, concrètement, et c'est en lien avec juste le débat d'avant, ce qui est important, parce que c'est pas assez souligné, c'est que dans cette solitude du pouvoir, y compris dans la façon de nommer, etc., il y a quelque chose qui est très surprenant, même dans les mots employés. Elle dit qu'elle va commenter, qu'elle va être la porte-parole de l'action du gouvernement. Qui conduit l'action du gouvernement dans ce pays, dans la Constitution? C'est Édouard Philippe. C'est Édouard Philippe. Mais dans les faits, pour vous? Mais c'est une proche collaboratrice d'Emmanuel Macron qui était dans la fonction de la communication personnelle du président, pas de commentaire de l'action politique de la France avec tous ces dossiers à comprendre, à expliquer, avoir l'expérience pour le faire, etc. Donc je dis... Cette façon de supprimer la fonction de Premier ministre alors qu'elle n'a pas été supprimée par un débat démocratique et par le fait que la Constitution soit modifiée. C'est pas nouveau. Chirac a démissionné en 1976 parce qu'il n'avait aucun pouvoir. Non, jamais. Donc, mais vous pouvez dire il n'y a rien de nouveau, jamais, parce que non, c'est pas vrai. Chirac non, mais ce n'est pas vrai. Dans la Ve République, on est toujours dans l'Ancien Monde. Non, finalement. Donc et ça ressemble à l'Ancien Monde et c'est fait de façon brutalement différente quand même, parce que le président laissait quand même un Premier ministre qui devait être Michel Rocard, loyal. Parlant de Mitterrand, c'est... Alors là, rappelez-vous les reportages qui ont été faits sur Rocard parlant de l'horreur d'être Premier ministre sous Mitterrand. Oui, mais bien sûr, parce que les premiers ministres sont nommés par les présidents et les présidents peuvent les démissionner quand ils veulent. Donc à partir de là, il y a un déséquilibre. Donc il faut modifier dans la Constitution. Mais là, aujourd'hui, c'est presque humiliant. Voilà, c'est la façon dont les choses sont faites. Je vous l'ai dit, sur cette question. Plus personne ne parle d'Édouard Philippe alors qu'on vient de remanier son gouvernement. Le pouvoir est à l'Élysée, clairement.
pense que depuis le départ, c'est vrai qu'il y a un pouvoir très centralisé à l'Élysée. Ça, c'est pas nouveau. C'est pas le remaniement d'aujourd'hui qui nous l'apprend. Après, moi, que Sibeth Ndiaye soit nommée porte-parole, ce n'est pas non plus surprenant. C'est en effet une conseillère proche d'Emmanuel Macron. Il va pas aller chercher du compliqué alors qu'il est en pleine crise des mouvements des Gilets jaunes. Ça, c'est ce que vous pouvez lui conseiller à lui. Non, mais c'est normal. Après, moi, je trouve qu'on fait un procès énorme. Que vous pouvez lui proférer. Non, mais je trouve que c'est un procès énorme qui est fait à Sibeth Ndiaye. Alors, elle a un franc-parler. C'est vrai qu'elle s'est fait reconnaître par des paroles malheureuses. Elle n'est pas connue pour ses bonnes relations avec les journalistes. Il faut quand même lui donner le crédit de s'installer dans ce poste. Je pense qu'elle a donné quelques signaux ce matin avec les mots d'écoute, d'humilité. Alors, on peut dire que c'est du vent. Je pense qu'elle a quand même donné l'impression qu'elle avait conscience de la mission qui lui était donnée, qu'elle ne prend pas à la légère. Elle était quand même relation presse. Alors, je défends ma partie, parce que moi, je suis en effet dans la communication. C'est pas rien. Quand on est face à des journalistes qui vous posent des questions sur tous les dossiers, c'est pas quelqu'un qui ne connaît pas les dossiers. Non, on peut pas dire ça. Et alors après, qu'elle n'ait pas de rassurez-vous, la personne, je la mets pas en cause et je la connais en plus. Oui, mais son procès est du coup très centré. Non, vous n'avez pas vu la pas du tout. C'est le procès. C'est le procès de la décision du président de la République. Je pense. Mais laissez voir. On a eu un Benjamin Griveaux qui a été targué de beaucoup d'arrogance. Et c'est vrai qu'il a eu lui aussi des phrases malheureuses. Et on entend déjà les mêmes choses sur Sibeth Ndiaye. On entend des choses sur Sibeth Ndiaye, on ne sait pas comment elle va se comporter, laissons-lui la chance et peut-être que ça va impliquer un nouveau ton. On a quand même, comme vous le disiez tout à l'heure, la fraîcheur, on a la jeunesse, on a 3 personnes qui sont en dessous de 40 ans, qui sont des experts, laissons-les travailler, on va voir si ça peut donner des choses. Vous n'avez pas besoin d'inviter un sénateur de la République En Marche. Je vais vous dire quelque chose, ça ne donnera probablement, et j'en suis sûr, aucune orientation sociale supplémentaire, et c'est pas le moment, encore une fois, mais peut-être que si ça donne un ton un petit peu différent, ça pourrait un petit peu assouplir, et ça pourrait donner du liant. C'est tout ce qu'on peut espérer, si on peut voir les choses positivement. Mais l'analyse politique, c'est qu'il a nommé une technicienne de l'Élysée, alors qu'on a besoin de remettre à l'honneur la politique, les élus. Je pense qu'on n'a pas le moment. Merci. Je pense que c'est vraiment pas besoin. On n'a pas besoin d'un ministère de la parole. Moi, je pense que c'est dommage d'avoir un ministère de la parole. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. On va revenir sur ce qui se passe au Sénat, puisque la loi d'orientation des mobilités, elle sera solennellement votée demain, après 2 semaines d'examen. Mais quelles sont les principales mesures votées? Voici pour vous les grandes mesures de ce texte. Pour cette 2e semaine d'examen de la loi d'orientation des mobilités, le Sénat a tenté de renforcer les pouvoirs locaux dans de nombreux domaines. Sur une mesure sensible comme l'abaissement de la vitesse maximale à 80 km/h, les sénateurs ont par exemple donné le pouvoir aux conseils départementaux ou aux préfets de moduler la vitesse. Une mesure de bon sens selon la majorité des sénateurs. Je ne suis pas contre la mise en place de 80 km/h sur un certain nombre de tronçons. On est pour la mise en application avec intelligence et surtout, faisons un peu plus confiance aux élus locaux. La mesure a bien été votée par la Chambre haute, mais contre l'avis du gouvernement. Car si Emmanuel Macron avait évoqué ce sujet lors de ses interventions récentes, la ministre Elisabeth Borne a préféré attendre l'évaluation promise par le Premier ministre. Donc dans l'attente à la fois de cette évaluation et de conclusion du grand débat, je propose le retrait, sinon d'avis défavorable. Autre sujet sur lequel les sénateurs ont bataillé pour plus de liberté locale, l'encadrement des installations des nouveaux moyens de transport en libre service. Trottinettes, vélos, scooters. Pour les élus du Palais du Luxembourg, les villes doivent pouvoir encadrer leur installation. En leur permettant de soumettre les opérateurs à un régime d'autorisation préalable que j'évoquais, et à des obligations portant, entre autres, en plus de ce que vous proposez, sur le nombre maximal d'engins pouvant être déployés et sur les caractéristiques de ces engins, ainsi que sur le paiement de redevances d'occupation du domaine public. Autre sujet qui a divisé gouvernement et Sénat, la mise en place d'un forfait mobilité pour tous les Français, pouvant atteindre 400 € par an. Objectif que ceux qui n'ont pas de prise en charge de leur employeur pour les transports en commun se voient récompensés s'ils pratiquent le covoiturage ou utilisent leur vélo. Le gouvernement souhaite rendre le forfait obligatoire, mais qu'il ne soit pas cumulable avec un remboursement des transports en commun. Les sénateurs ont voté un forfait facultatif pour les entreprises, mais avec possibilité d'additionner la prise en charge transport en commun et les autres modes de déplacement. Et avec ce vote de la loi mobilité, l'autre temps fort de cette semaine au Sénat concernera le grand débat. Et pour en parler, j'accueille sur le plateau Alexandre Poussard. Bonjour. Bonjour.
Alors, Alexandre, jeudi, les sénateurs vont travailler sur la fin du grand débat national. En quoi ça va consister ? Eh bien, Jérôme, les sénateurs vont auditionner les 2 ministres qui ont animé ce grand débat national, Emmanuel Vargon et Sébastien Lecornu. Une audition sous forme d'échange interactif avec 16 questions-réponses. Les 2 ministres vont s'exprimer uniquement sur la forme de ce grand débat et de cette consultation des Français, à la fois en ligne et sous forme de réunion publique. Et il y aura forcément des questions des sénateurs sur la présence du président de la République dans cette consultation, avec au total plus d'une 50aine d'heures d'intervention d'Emmanuel Macron en direct sur les chaînes d'information en continu. Et cette hyper-présence du président de la République, eh bien, elle a irrité la majorité sénatoriale. Écoutez Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains. Ce que j'observe quand même, c'est que tout ça s'est transformé très vite en un show présidentiel. Mais voilà, le naturel est revenu au galop et la figure du président de la République s'est imposée au centre de tout. Je pensais qu'il s'agissait de redonner aux Français la parole et on a eu la monopolisation de la parole par le président de la République. Alors Alexandre, est-ce que les sénateurs ils vont pouvoir échanger avec le gouvernement sur le fond et sur les propositions qui vont sortir de ce grand débat national? Pour cela, Jérôme, il faudra attendre la semaine prochaine, puisque le lundi 8 avril, les contributions des Français seront restituées officiellement au gouvernement et aux grands garants de ce grand débat national. Et une fois que le gouvernement aura en main les demandes des Français, il y aura 2 débats organisés au Parlement. Le débat au Sénat aura lieu mercredi 10 avril, avec d'abord une déclaration du Premier ministre Édouard Philippe, et puis un débat de tous les groupes politiques du Sénat. Est-ce qu'il faut s'attendre du coup à des annonces d'Édouard Philippe face aux sénateurs ? On peut imaginer que le Premier ministre va annoncer les premières pistes de sortie de ce grand débat national, notamment en ce qui concerne les collectivités territoriales, puisque, je le rappelle, le Sénat est la chambre qui représente les territoires. Et il sera peut-être question d'une réforme territoriale, au moins à minima, puisque dans ce grand débat, l'exécutif a évoqué la piste d'un aménagement du non-cumul des mandats, d'une révision de la loi NOTRe, et puis du retour du conseiller territorial. En tout cas, toutes les décisions du gouvernement pour sortir de cette crise des Gilets jaunes et du grand débat national ne seront pas connues la semaine prochaine. Elles vont être distillées progressivement jusqu'à l'été de manière à profiter le plus longtemps possible de l'effet positif de ce grand débat national. Merci beaucoup Alexandre Poussard pour cet éclairage sur le grand débat national ici au Sénat. Alors on va tout de suite retrouver pour prolonger ce sujet Tam Tranui qui est avec Jérôme Bacher, le sénateur Les Républicains de l'Oise. Oui, Jérôme Bachar, au Parlement, l'heure est donc au débat relatif au grand débat. Alors quel peut être l'apport du Parlement dans cette séquence pour vous ? Tout d'abord, ça va être d'écouter ce que vont avoir à nous dire Sébastien Lecornu et Emmanuel Vargon, c'est-à-dire... Jeudi, ils sont auditionnés. Jeudi, ils sont auditionnés. Comment vont-ils remonter ce qui s'est dit sur le terrain ? Quand vous allez le soir, en plein hiver, dans votre petit bourg, là où il y a organisé... un grand débat, là où vous allez vous exprimer, comment cela remonte-t-il ? Lorsque vous avez... Moi j'ai rencontré quelqu'un de 82 ans qui s'intéressait lui à l'avenir de la planète. On ne peut pas dire que c'était totalement son intérêt. Comment ces inquiétudes, comment les sentiments d'injustice qui ont été exprimés vont-ils remonter ? Parce que ce n'est pas tout de dire on fait un grand débat. Encore faut-il savoir ce qui va être dit. Moi je les ai entendus. J'espère que le gouvernement les a entendus aussi. Oui, l'heure est à la méthodologie dans un premier temps. Et puis la semaine prochaine, il y aura donc ce débat sans vote qui aura suivi une déclaration du gouvernement, du Premier ministre. Alors effectivement, le Premier ministre, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Est-ce que ça va être encore un faux grand débat ? Cette fois-ci, dans l'hémicycle. En effet, nous, on sait ce que c'est que débattre au Sénat. On parle, on réplique, on se répond. Là, nous assistons plutôt à une suite de monologues, de discours sourds, et donc nous aimerions beaucoup, moi en particulier, qu'il y ait les vraies remontées de terrain. Le président de votre groupe, Bruno Retailleau, a notamment soupçonné Emmanuel Macron d'avoir fait traîner le grand débat pour cannibaliser les européennes. Il juge que tout ça, ça a été un show présidentiel. Alors, le grand débat, ça se finissait le 15 mars. Nous sommes le 1er avril, la date n'est toujours pas terminée. J'ai assisté vendredi à l'Élysée au repas avec les élus des Hauts-de-France et le président de la République. Je vous confirme, c'est un show du président de la République. Est-ce que c'est toujours pour vous le grand froid entre le Sénat et l'exécutif qui se fait jour ? Puisque finalement, on le voit à l'Assemblée nationale, eh bien, il va y avoir 4 débats autour des 4 thématiques. Là, du côté du Sénat, c'est plutôt le service minimum avec simplement la semaine prochaine eh bien, cette déclaration du gouvernement. Nous avons joué le jeu, nous avons participé au grand débat. J'ai assisté à titre personnel à 2 grands débats, un à Senlis,
à Nanteuil-le-Haut-Loing, une petite commune, et tous les sénateurs ont joué le jeu. Nous avons l'habitude d'entendre. Mais le rôle du Parlement, et c'est ce que disait Bruno Retailleau, c'est d'abord de légiférer. Nous croyons à la démocratie représentative. Nous voulons faire notre rôle. Nous ne sommes pas des acteurs, à proprement parler, du grand débat. Et pour conclure, Jérôme Bachelard, une dernière question sur les premières pistes qui se font au jour à la fin de ce grand débat. On entend qu'il y aura certainement une refonte de la loi NOTRe sur les collectivités pour de nouvelles libertés. Tout ça, ça pourrait être une piste sérieuse. Votre commentaire? Alors, moi j'ai toujours dit que la loi NOTRe n'était pas la mienne. Je suis pour une réforme de la loi NOTRe, mais il y en a assez de modifier tout le temps les compétences territoriales. Alors, si c'est pour donner de la liberté, j'y suis favorable. Et le Sénat est toujours favorable à la liberté pour les territoires. Je dis chiche. Eh bien, merci beaucoup. Chiche, donc Jérôme Bachelard, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Tam. Et demain débutera au Sénat l'examen du projet de loi actant la fusion des 2 départements alsaciens pour créer une nouvelle collectivité. Mais le débat fait rage, rien que sur le nom de cette future collectivité et sur les compétences qui lui seront attribuées. Samia Dechir vous explique les enjeux. C'est une réforme jamais digérée par les Alsaciens. En 2016, malgré les manifestations, l'Alsace disparaît pour être intégrée au Grand Est, l'une des 13 nouvelles régions françaises. Après son élection, Emmanuel Macron lance des consultations qui aboutissent à un compromis. La fusion des départements du Haut-Rhin et Bas-Rhin dans une collectivité européenne d'Alsace. Une déclaration commune est signée à Matignon fin octobre dernier. Cette déclaration commune, c'est... je l'ai dit, du cousu humain, pour créer une collectivité dotée de compétences particulières et supplémentaires. Il n'y a donc pas de nouvelle région, mais la création d'un département aux compétences élargies. La collectivité européenne d'Alsace pourra porter des projets de coopération transfrontalière, aider au recrutement de professeurs d'allemand pour favoriser le bilinguisme, et se verra transférer les routes nationales et autoroutes. L'idée que la région Alsace, alors qu'elle a une forte identité, accepte au fond de rester au sein du Grand Est avec la reconnaissance d'un certain nombre de compétences, d'une spécificité, d'une identité, je trouve que c'est à l'honneur de la République que d'y parvenir. Mais dans la région Grand Est, tous les élus n'adhèrent pas au projet. Je n'y retrouve pas en tous les cas mon compte, ni à titre personnel, en tant qu'élu de la nation, ni en tant qu'élu de la région Grand Est. La commission des lois du Sénat a quant à elle approuvé le compromis, mais avec des réserves. Sur l'appellation d'abord, qu'elle propose de remplacer par département d'Alsace, un terme jugé plus conforme à ses compétences. Des compétences pour lesquelles les transferts de moyens n'ont pas été prévus, jugent les sénateurs, qui ont déposé plusieurs amendements en ce sens. Emmanuel Macron va-t-il ressusciter le conseiller territorial, cet élu qui représenterait à la fois son département et sa région? Nicolas Sarkozy avait fait voter sa création, mais François Hollande l'avait supprimé avant sa mise en application. Et du côté de l'exécutif, on réfléchit à cette option. Les explications de Béatrice Finzan. Nicolas Sarkozy l'avait lancé pour réduire les dépenses publiques. Nous irons jusqu'au bout de la réforme des collectivités locales. Nous ne nous déroberons pas devant la réduction du nombre des élus régionaux et départementaux. François Hollande l'a enterré au nom de l'autonomie des territoires. Sous Emmanuel Macron, le conseiller territorial semble de retour. Comme beaucoup de réformes de Nicolas Sarkozy, annulées en 2012 par François Hollande, elle trouve une nouvelle grâce avec Emmanuel Macron. C'est vrai que si on veut rapprocher les citoyens de leurs élus, si on veut faire en sorte que sur le niveau des strates, il n'y ait pas et le département et la région en ayant des élus différents, le conseiller territorial, c'est la réforme idéale. En 2010 déjà, l'idée d'une fusion entre l'élu de la région et celui du département faisait polémique. Adoptée à l'Assemblée nationale, désavouée au Sénat, la réforme n'est jamais appliquée, jusqu'à sa suppression en 2012. En 2019, la réforme pourrait trouver un second souffle, et c'est le grand débat qui relance la question. Il y a une chose vraiment qui a été le résultat de ce grand débat, c'est les Français qui demandent plus de proximité. Quand vous mettez un seul élu qui soit en même temps départemental et régional, vous le rapprochez des concitoyens. Ça a été posé sur la table, il faut en discuter, c'est le début de la discussion. Nous n'en avons même pas parlé avec les associations d'élus encore. Une idée notamment poussée par Xavier Bertrand à droite, tandis que les associations d'élus y sont opposées.
Une concertation est prévue sur la question d'ici la fin du mois d'avril. Le grand retour du conseiller territorial, c'est l'objet du second débat de Sénat 360. Et pour en parler, j'accueille sur le plateau mes invités. Christian Cambon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président Les Républicains de la Commission des Affaires étrangères, ici au Sénat. Face à vous, Patrick Lelydec, docteur en sciences politiques et chargé de recherche au CNRS. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Julien Mouzon, fondatrice d'élulocal.fr, un réseau de femmes élues en politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et enfin, Jean-Baptiste Fauré, vous êtes rédacteur en chef délégué de la Gazette des Communes. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors, le grand retour du conseiller territorial, imaginé sous Nicolas Sarkozy, supprimé sous François Hollande. Christian Cambon, finalement, c'est une bonne ou une mauvaise mesure, cette création du conseiller territorial ? Je dirais c'est une bonne et une mauvaise. C'est une bonne mesure au sens où, effectivement, dans la volonté de rationaliser, de simplifier, d'économiser l'argent public et de faire en sorte que les élus soient le plus au contact des réalités de terrain, c'était une bonne idée du temps de Nicolas Sarkozy. Nous l'avions soutenu. Il y avait eu un long débat sur ce sujet. J'ai moi-même été vice-président de l'Île-de-France pendant 12 ans, donc je connais bien ce sujet. Et je pense qu'à l'époque, c'était bien. Il y a un léger changement depuis, c'est que les 23 ou 24 régions sont devenues 12 et que maintenant, ce sont des véritables portions de territoire avec des millions d'habitants et que ça pose un certain nombre de contraintes pratiques qu'il conviendrait de regarder. Ma seconde observation, c'est la suivante. Si c'est une réforme gadget, c'est-à-dire que dans une espèce de corbeille, on cherche à tout prix à sortir des choses pour sortir du grand débat, je pense que ce n'est pas la bonne méthode et qu'il faut véritablement une longue concertation. On a vu beaucoup de réformes institutionnelles qui ont pu être évoquées. J'entendais la ministre Jacqueline Gourault qui parlait du détachement entre les élus et les électeurs, mais on s'apprête à diminuer le nombre de députés et faire des circonscriptions de 220 000 au lieu de 100 000. Donc on n'est pas exactement dans la même proximité. Donc je voudrais exactement savoir ce qu'il y a sous le tapis pour comprendre exactement le sens de cette idée. Jean-Baptiste Fauré, à l'époque, on parlait de passer de 6 000 conseillers départementaux et régionaux à 3 000 conseillers territoriaux. C'est d'abord une mesure budgétaire. Oui, alors l'économie quand même dégagée par cette réforme ne serait quand même pas énorme. Hein. Si on prend simplement les indemnités et si on applique les indemnités des conseillers régionaux aux conseillers territoriaux qui seront aussi conseillers départementaux, hein, c'est pas très simple cette affaire-là, c'est-à-dire qu'ils auront un double job. Si on applique cette grille-là, ça représente à peu près 80 millions d'euros d'économie sur les indemnités. Mais il y a aussi la taille des hémicycles qui se pose dans des méga-régions comme l'Occitanie, on aura plusieurs centaines d'élus. Gérard Larcher à Toulouse vendredi dernier parlait de 450 élus en Occitanie. On en aura sans doute autant dans le Grand Est. Donc il faut agrandir ces hémicycles. Et puis aussi, ça génère un certain nombre de coûts de transport. Un conseiller départemental qui habite Reims, il faut qu'il aille à Strasbourg. Julien Mouzon, est-ce qu'il y a un risque pour la représentation des femmes en politique ? Parce qu'il y a eu d'autres réformes depuis. Il y a eu la création des binômes dans les départements qui est imposé un homme, une femme candidat sur... Est-ce que finalement, ça ne va pas remettre en cause aussi certains progrès qui avaient été effectués depuis ? Voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours un risque pour la représentativité des femmes en politique, ça c'est sûr. Et ensuite, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient de se dire. D'une part, c'est une réforme qui avait peut-être un sens en 2010 et qui n'en a plus aucun aujourd'hui après la loi NOTRe, la loi MAPTAM et puis les fusions des régions. Et puis, évidemment, en termes de proximité, ça pose des questions aussi sur le statut de l'élu, enfin sur le rôle du conseiller départemental qui siégerait à la région et au département, parce que ça veut dire qu'il aurait les deux responsabilités avec un temps de travail qui ne s'agrandit pas. Patrick Lelydec, finalement, c'est le retour du cumul. D'une manière détournée, on va leur demander d'occuper finalement deux fonctions en même temps, conseiller départemental et conseiller régional. Oui, alors ça c'était la réforme de départ telle qu'elle avait été imaginée. Et je tiens quand même à apporter une précision importante, puisqu'elle n'a pas été évoquée, c'est que cette réforme avait quand même un objectif précis, c'était de préparer les conditions de la suppression des conseils départementaux. Hein, on va l'évoquer, évidemment. C'était ça l'enjeu. Et l'économie, elle était là, elle n'était pas... dans les indemnités ou ces choses-là. Parce qu'en fait, elle était dans la concurrence qui existe aujourd'hui entre ces deux institutions. Et de fait, ça a été dit à l'instant, le fait d'avoir mis en place de très grandes régions, ça n'est pas vrai de toutes les régions, mais c'est vrai au moins de l'Occitanie, de la région Grand Est et de la Nouvelle-Aquitaine. Peut-être aussi peut-on dire que
Auvergne-Rhône-Alpes est une très très grande région. Pour celle-là, le conseil territorial est susceptible de poser davantage de problèmes que pour des régions comme la Bretagne, la Normandie ou les Hauts-de-France, pour lesquelles on peut très bien imaginer effectivement d'avoir un conseiller territorial qui serait le lundi à Lille et puis le mardi à Laon. Donc voilà, je pense que ce ne sont pas des difficultés insurmontables. En revanche, c'est effectivement infiniment plus compliqué lorsqu'on a de très très grandes régions. Par exemple, dans l'Aube, Troyes, c'est à 4h30 de Strasbourg. Voilà, donc là, effectivement, on a un vrai sujet. Si, encore une fois, le conseil territorial a bien pour objectif de réinstaurer de la proximité. Si en revanche il s'agit bien de supprimer un échelon, le département, la question qui peut être posée, c'est est-ce que dans les très très grandes régions, on n'a pas encore besoin d'un échelon intermédiaire ou faut-il, le cas échéant, revoir la carte des très très grandes régions? Et de ce point de vue-là, l'Assemblée a pris des initiatives. Donc on se demande en tout cas quel est le scénario qui est derrière ce conseil territorial ressuscité. Parce que les conditions, encore une fois, du débat sont très différentes aujourd'hui. Justement, on n'en est encore qu'au stade de projet, mais Sébastien Lecornu a répondu sur les contours que pourrait prendre ce conseiller territorial, et on va l'écouter, c'est pas vraiment ce qui avait été voté en 2010. Est-ce qu'on peut imaginer un conseiller territorial nouvelle version, pas dans les modalités telles que Nicolas Sarkozy les avait imaginées à l'époque, mais adapté à ces grandes régions? Clairement, c'est sur la table. Et donc, moi, je veux désormais lancer des concertations et des consultations avec les associations d'élus, avec les élus, également avec nos concitoyens, parce que ce besoin de proximité, il a été clairement et très fortement exprimé dans le cadre du grand débat national. Christian Cambon, on vous a entendu souffler quand on a dit qu'il faut peut-être redessiner la carte des régions, parce qu'il y en a marre de tout le temps discuter finalement des périmètres. Écoutez, pitié pour les élus locaux, parce qu'on va finir par plus en avoir. Vous savez, déjà, regardons le fond des choses. Un conseiller départemental dans un département moyen, outre les séances du conseil départemental, il peut avoir entre 10 et 30 représentations. Un conseiller régional, tout autant. Moi, j'étais administrateur dans 20 lycées. Bon, donc... Dans ce cas-là, il va falloir aller jusqu'au bout et créer un véritable statut de cet élu-là, parce que vous exercez quelle profession? Une mère de famille qui va constamment circuler d'un point à un autre pour des réunions, elle va faire comment concrètement? Donc il faut prendre le problème à bras-le-corps et pas simplement lancer une idée en disant tiens, parce que ça a été réclamé, on va le faire. Je crois que quelque part, il y a une rationalisation dans la représentation territoriale, et j'aimerais qu'on ait un petit paragraphe pour la manière dont est organisée l'Île-de-France. Parce que alors là, on est dans le super millefeuille. Donc là, il n'y a pas de problème de distance. Il y a des problèmes de temps de déplacement, mais pas de problème de distance. Mais il y a beaucoup à dire. Métropole, région, département, ville, territoire. Alors là, on est au sommet. Bon. Mais je pense que si on va vers cette rationalisation, elle peut faire sens. Elle peut avoir un sens. Les préoccupations de chaque département peuvent être portées à la région et réciproquement. Mais dans ce cas-là, il faut pas se lancer dans cette réforme comme ça en disant on va faire quelque chose de différent, ça va être très sympathique et tout le monde va être heureux. Je crois que ça met en cause le statut, ça met en cause les compétences, car il faudra à ce moment-là aussi clarifier les compétences des départements et des régions, parce que beaucoup se mélangent parfois un peu. Donc il va falloir beaucoup de concertation, beaucoup de travail en amont, et je pense que le Sénat tiendra sa part puisque c'est l'Assemblée des territoires. Jean-Baptiste Fauré, si on parle de ces sujets régulièrement, c'est comme le dit Christian Cambon, c'est que cette question des compétences entre les différents échelons, elle n'a pas complètement été tranchée par les dernières réformes. Oui et non, quand même. La réforme territoriale a permis de débroussailler quand même ce maquis des compétences. Je pense au développement économique qui a été très clairement octroyé aux régions. Alors après, il y a sans doute des synergies à trouver entre les départements et les régions en matière scolaire. On sait que les départements s'occupent des collèges, les régions des lycées. On pourrait imaginer des politiques communes de ce point de vue-là. Mais il faut quand même bien dire que la réforme territoriale a été relativement efficace. Se pose avant tout la question de la proximité. Et l'argument selon lequel la proximité n'est pas assurée dans les grandes régions, c'est un discours qui porte
qui était relégué par les maires. Est-ce que ça passe par le conseiller territorial? Je ne sais pas, parce que c'est quand même un vieux serpent de mer, hein, le conseiller territorial. Il faut quand même savoir qu'il a été imaginé par François Fillon en 2001. Il a été défendu par François Bayrou en 2007, repris par Nicolas Sarkozy en 2008. Et même François Hollande, qui l'avait abrogé, avait imaginé à un moment de le reprendre, voyant qu'il ne pouvait pas supprimer le département sans réviser la Constitution. Donc voilà. Donc pour vous, c'est un serpent de mer, on a bien compris. Julia Mouzon, est-ce que c'est sur ces questions de compétences, on le voit avec l'exemple alsacien, on a vu un sujet juste avant le sujet sur le conseiller territorial, sur finalement l'Alsace, ils ne voulaient pas fusionner les deux départements, et maintenant dans la grande région Grand Est, eh ben ça y est, il va y avoir la fusion des départements pour finalement gérer plus localement certains sujets. Oui, mais alors l'Alsace, c'est bien une exception là-dessus, parce qu'en général, si quelque chose fusionne, c'est plutôt la strate intercommunalité métropole et le département en ce moment. Et à ce titre, on n'a pas forcément en tête les recoupements, mais il faut savoir que le plus grand département, il a à peu près 2,5 millions habitants, et la plus petite région, elle a à peu près 2 500 000 habitants également. Tandis que quand on descend sur l'échelon intercommunalité, commune et puis même département, on a des très petits départements en termes de nombre d'habitants, 70 000 habitants, et des immenses métropoles aujourd'hui qui pèsent 2 à 8 millions d'habitants. Donc effectivement, il y a des questions certainement sur le millefeuille territorial, mais la fusion du département et de la région n'est pas forcément la plus pertinente. Christian Cambon, encore une fois, il faut adapter au niveau local. On veut faire une loi générale pour tout le territoire, alors qu'il y a des spécificités, comme Julia Mouzon vient de le dire. Mais je trouve que vous donnez la bonne réponse. Pourquoi serait-on obligé... Je pose la question, moi je ne donne pas la réponse. Je vais vous donner votre réponse, enfin la réponse qui est la mienne en tous les cas. Pourquoi serait-on obligé d'organiser tout le territoire selon le même schéma? Les exemples qui ont été donnés sur les tailles des régions, qui sont plutôt du reste une bonne chose, sauf que maintenant on a à la tête des régions des colosses aux pieds d'argile, vu qu'ils n'ont pas les moyens des politiques qu'ils devraient avoir. Monsieur Xavier Bertrand, il était à la tête de 6 millions d'habitants. Permettez au président de la Commission des Affaires étrangères de dire qu'il y a des États à l'ONU qui n'ont pas 6 millions d'habitants, et de loin. Mais il faut leur donner les moyens de s'administrer. Mais je pense qu'on pourrait tout à fait imaginer la Normandie, mais on peut aussi parler des dom-toms. Il y a eu des organisations tout à fait spécifiques et qui fonctionnent parfaitement, et ça n'a pas déstabilisé la République. Donc on pourrait tout à fait imaginer des traitements différents pour tenir compte justement de ces réalités territoriales, car il est impensable de demander à un conseil régional de faire 5 heures de route pour aller siéger 1h30 dans un conseil d'administration. Ça ne fonctionnera pas. Donc autant tout de suite poser les problèmes tels qu'ils sont, mais le faire en concertation. Et j'invite les ministres à venir ici, au Sénat, où nous défendons la réalité départementale pour que les territoires ne soient pas les grands oubliés des réformes, à discuter de ces choses-là. Moi, je suis l'élu d'un département d'1 300 000 habitants. J'ai des collègues qui sont les élus de 150 000 habitants. Les problématiques n'ont rien à voir. Patrick Lelydec, oui, il faut peut-être que le gouvernement écoute un peu plus les élus locaux. Ça a commencé avec le grand débat. Est-ce qu'il faut encore aller un petit peu plus loin ? Je pense qu'en tout cas, il y a une vraie question qui se pose sur le sujet de la différenciation. C'est-à-dire qu'on peut imaginer de déployer le conseiller territorial dans certaines régions et pas dans d'autres. Mais ça impliquerait, parce qu'aujourd'hui en Corse, les conseils départementaux ont disparu. Outre-mer également. Donc on pourrait constituer des collectivités uniques, supprimer les départements à certains endroits et pas dans d'autres, mais ça supposerait quand même une révision constitutionnelle, parce que pour le moment, la norme constitutionnelle ne nous y autorise pas. Alors je sais bien qu'il y a un débat constitutionnel qui est ouvert, mais dans ce cas-là, il faudrait avoir en face des articles qui prévoient les critères sur la base desquels, éventuellement, on pourrait avoir cette différenciation qui serait durable. Mais répond-elle véritablement à une demande de la population? Là, il y a quand même un vrai point d'interrogation, parce que je voudrais faire une remarque sur la collectivité d'Alsace. La fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin est une réaction à la constitution de la région Grand Est qui n'est pas du tout acceptée. Elle avait été rejetée par référendum il y a quelques années, quand même, cette fusion. Elle n'a pas été rejetée par référendum. Les conditions qui avaient été mises par la loi du 16 décembre 2010 en termes de participation, en prévoyant un quantum de minimum 25% des inscrits décomptés par collectivité, rendaient impossible. Il y avait des conditions de procédure qui interdisaient cette adoption. Mais il y avait aussi la peur de perdre tous les services pour le département du Haut-Rhin qui finalement allait tout voir partir à Strasbourg. Ce problème-là était un peu secondaire, et d'ailleurs en Corse, il y a eu également un référendum qui s'est traduit par un rejet, et on a fini par faire la collectivité unique de Corse.
Donc de ce point de vue-là, je dirais que cette argumentation, elle tombe, l'argument du référendum local. Et on voit bien aujourd'hui quels sont les problèmes qui sont posés par les consultations référendaires avec le Brexit. Je veux dire, il ne faut pas avoir une religion de ce point de vue-là. Je pense qu'il faut avoir au contraire une réflexion. Il faut arrêter de demander aux gens finalement et organiser entre élus. Non, mais je crois qu'en tout cas, il ne faut pas avoir des réflexions institutionnelles à la petite semaine, comme ça, dans des conditions d'improvisation complète. Et je crois que c'est un des problèmes qui est aujourd'hui posé à l'exécutif. C'est qu'au fond, on sent une pression médiatique monter. Un exécutif qui est sommé de sortir de son chapeau des réponses institutionnelles. Or, les réponses institutionnelles qu'on fabrique dans ces conditions, j'ai peur qu'elles ne soient pas toujours adaptées à la réalité des situations. Jean-Baptiste Fauré, finalement, ce ballon d'essai qui est sorti par le gouvernement avant les conclusions du grand débat, est-ce que ça va peser sur la réforme constitutionnelle qu'on attend, savoir si elle va revenir ou pas devant le Parlement ? C'est sûr que derrière le conseiller territorial se profile l'ombre, comme l'a expliqué M. Cambon, de la réduction du nombre de parlementaires. Ça s'inscrit exactement dans le même sillon. Ça correspond à une demande très forte exprimée par la population. Mais bon, certains considèrent que la population serait heureuse si tous les élus étaient smicards. Donc bon, c'est une demande qui suscite un certain nombre... Une demande contradictoire, plus de proximité mais moins d'élus. Mais moins d'élus. Et derrière ça, d'après les bruits qui peuvent émaner des cabinets ministériels, se profile peut-être un changement dans l'économie des mandats, parce que on a vu beaucoup les petits maires, entre guillemets, je dis pas ça du tout de façon péjorative, en première ligne dans le grand débat. Ce sont eux qui se sont adressés à Emmanuel Macron lors du Tour de France. Et ces petits maires, aujourd'hui, ils gagnent moins de 1 000 € par mois. Les 3/4 des maires gagnent moins de 1 000 € par mois. Donc, on a aussi des conseillers régionaux qui gagnent 2 600 € par mois dans les grandes régions, au maximum, qui ne sont pas connus de la population, qui assistent à une séance généralement du conseil régional par mois, 1 ou 2 séances de la commission permanente et qui ont quelques réunions d'assemblée générale de lycée. Mais il y a quand même une forme de lutte des classes entre les petits et les grands élus qui a été accrue par un certain nombre de décisions prises en catimini. Je pense à l'augmentation quand même de 40%, c'est quand même énorme, des grands élus, c'est-à-dire des maires de grandes villes, des présidents de département, des présidents de région, fin 2017. Et pas des parlementaires, je précise, j'en profite pour le dire. Je ne sais pas, c'est peut-être la prochaine étape. Croyez-moi, je peux vous le dire. En tout cas, ça n'a jamais été augmenté, moi, depuis 15 ans. C'est très bien comme ça, ici, au Sénat et à l'Assemblée nationale, quand même un peu en catimini, avec à l'origine un amendement soutenu par Sans augmenter le budget global. Oui, bien sûr. C'est lié aussi au cumul des mandats. Évidemment, on a un certain nombre de parlementaires qui ne sont plus, qui ont choisi de rester maires. Et ces salaires ne sont pas, dans le fond, illégitimes. Que la maire de Paris gagne 7 700 €, ce n'est pas un scandale national. Julien Mouzon, sur la réduction du nombre d'élus, finalement on le voit, il y a des petites communes qui fusionnent, on regroupe en intercommunalité, en communes nouvelles, maintenant il y a des départements qui fusionnent. Est-ce que finalement c'est pas le sens un peu de l'histoire, cette réduction du nombre d'élus, et que le conseiller territorial, il serait pas la réponse finalement pour un peu accélérer le mouvement? Si on cherche une réponse, je pense qu'il y a des réponses plus rationnelles à apporter. Il y a en France 20 000 communes qui ont moins de 500 habitants. Donc il y a une vraie question sur le fait de savoir si c'est utile d'avoir une commune qui fait parfois 50 habitants. Vous avez la moitié du conseil municipal, la moitié de la population qui siège au conseil municipal. C'est une caricature, mais on est vraiment dans un pays où on a des toutes petites communes. Et à mon sens, on peut monter un peu ce chiffre et même aller jusqu'à 1000 éventuellement, sans perdre en proximité. En revanche, avoir un élu effectivement qui fait le lien entre le département et la région, avec des régions qui sont immenses, donc déjà énormément de déplacements. Un élu qui couvre le développement économique pour la région Nouvelle-Aquitaine, voilà, il a du travail, effectivement, déjà. Donc lui en rajouter avec le social en plus, puisque les compétences, pour le coup, des départements et des régions ne sont pas du tout les mêmes. Donc lui rajouter des compétences, ça ne paraît pas forcément aujourd'hui comme la bonne solution. Et je reviens aussi sur ce que vous disiez en matière de lien. Je crois qu'il y a vraiment un lien à recréer aujourd'hui entre le gouvernement et les élus locaux. Ce lien, il passait par la Conférence nationale des territoires. L'Assemblée des départements de France a décidé d'arrêter d'aller à la Conférence nationale. Toutes les associations d'élus ont claqué la porte. À la suite, elles ont toutes claqué la porte. Au point qu'aujourd'hui, quand vous allez sur le site de la Conférence nationale des territoires, il est inaccessible, il y a un risque de sécurité. Voilà, exactement. Donc, on a bien entendu symboliquement, ça pose des questions et ça donne des éléments de réponse. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat qui méritera évidemment de s'y repencher.
Comme chaque lundi, place maintenant à notre rubrique sénateur à domicile. Et cette semaine, c'est sénatrice à domicile puisque nous avons suivi Christine Bonfanti-Dossat dans son département du Lot-et-Garonne. Pour cet élu Les Républicains, l'apprentissage doit être au cœur de la formation des jeunes au métier de demain. On regarde ce reportage de Quentin Calmet. On en parle juste après avec la sénatrice. Enchantée. Bonjour mademoiselle, enchantée aussi. Dans votre salon. Voilà. Bonjour. Bonjour. Depuis 3 ans, Lucie Gallo a repris ce salon de coiffure à la sortie d'Agen. Elle-même a été apprentie, mais aujourd'hui, elle est devenue formatrice. Enchantée Chloé. Donc, qui est apprentie, qui vient du CFA aussi. Voilà, qui est au CFA. Alors, elle est à quelle? Elle commence? Où c'est qu'elle est? En première année BP. D'accord, ah oui, quand même. En Lot-et-Garonne, 60% des chefs d'entreprise artisanales sont d'anciens apprentis. Lucie et Chloé viennent toutes les deux d'un seul et même centre de formation, le CFA La Palme à Agen. Bonjour madame, bonjour. Enchantée. Donc là, nous sommes devant le CFA La Palme, puisque c'est son nom, qui est le premier CFA construit en France et qui a été inauguré le 3 novembre 1964, ce bâtiment-là, et qui depuis, malheureusement, est resté dans son jus. Alors nous allons continuer la visite et je vais vous montrer les ateliers de automobile et les conditions dans lesquelles les jeunes aujourd'hui apprennent dans l'automobile. Hôtellerie, métier d'alimentation, carrosserie ou encore mécanique, ils sont aujourd'hui 800 jeunes en formation ici. Dans l'ensemble, les ateliers n'ont pas été touchés. Donc voilà l'état des ateliers de mécanique aujourd'hui. Dans certains bâtiments, les conditions d'apprentissage ne sont plus aux normes de sécurité. Faites attention parce qu'effectivement le sol n'est pas stable, on le voit effectivement. C'est un petit peu dommage. C'est un piège. Au total, sur les 14 millions d'euros nécessaires à la rénovation, il en manque toujours plus d'1 million. Élus locaux, chambres des métiers, sénateurs, ils en appellent aujourd'hui au gouvernement. L'État doit aider, doit accompagner, comme le fait la région. Mais je crois que l'État doit aussi mettre la main à la poche pour que perdure la qualité de ces équipements. On a toujours eu un certain nombre d'apprentis, très conséquents. On fait partie des gens qui progressons le plus au niveau Aquitaine. Aujourd'hui, en mettre beaucoup plus dans les conditions dans lesquelles on les héberge, au niveau de pédagogiquement, j'entends, c'est très compliqué. L'apprentissage, une filière d'avenir selon Christine Bonfanti-Dossat, une manière aussi de faire vivre un territoire rural. Il faut avoir des personnes qui viennent du Tarn-et-Garonne, on a même des personnes qui viennent du Bordelais. Du Bordelais et du Gers. Voilà, ça prouve bien que... Ça prouve bien qu'on est bien à Agen et puis que la formation est une bonne formation puisque d'autres départements et d'autres... Voilà, ça c'est important. L'argent qui sera employé pour rénover ce CFA, pour l'améliorer, c'est quand même de l'argent public bien employé. Ne me demandez pas de faire des comparaisons où l'argent public, c'est une véritable gabegie. Là, on sait très bien que l'argent sera bien employé. Et quand vous voyez, je vous dis, le regard de ces jeunes apprentis, mais ça vous pousse à dire qu'il faut absolument qu'on arrive à boucler le budget. Un centre de formation qui devrait être fixé très prochainement sur les financements qui lui manquent. Une décision attendue impatiemment par les élus locaux et les artisans du département. Bonjour Christine Bonfanti-Dossat. Bonjour. Vous êtes sénatrice Les Républicains du Lot-et-Garonne et on l'a vu dans le reportage. Vous êtes allée dans ce CFA à Agen et ce CFA, il est en quête de financement. Il y avait une réunion qui s'est passée depuis le tournage de ce reportage vendredi. Elle avait lieu aujourd'hui avec le préfet. Est-ce qu'il y a eu des avancées ? Oui, il y a eu des avancées puisque nous avons bouclé le budget. Alors boucler le budget en réunissant les acteurs locaux et uniquement les acteurs locaux. Vous savez, chez nous, nous sommes un pays de rugby et nous jouons à mêlée avec la balle, d'une manière collective. C'est ce que nous avons fait en Lot-et-Garonne. Tous les acteurs ont participé pour arriver à boucler ce budget, même si je considère que l'État, et je le disais tout à l'heure dans le reportage, ne peut pas en même temps vanter les mérites de l'apprentissage et ne pas nous aider, car ce CFA était vraiment vétuste, était menacé de fermeture. Il y a quand même 800 apprentis dans ce CFA. Donc nous avions peur depuis plus de 6 mois. J'avais sollicité des ministres, nous avions fait des interventions communes avec mes collègues parlementaires parce qu'il fallait absolument trouver une solution pérenne
à cette situation. Vous dites que l'État joue pas son rôle, il ne vient pas participer finalement sur une petite portion du financement une fois que tous les autres acteurs ont contribué. Alors il le fait bien évidemment par le biais de la région, puisque de facto c'est son rôle, mais nous aurions aimé une participation exceptionnelle. Voilà, parce que nous avions peur vraiment de ne pas trouver le financement. Il faut quand même savoir que le CFA emprunte 1,7 million d'euros, ce qui peut-être peut fragiliser son budget dans les années à venir. Alors l'apprentissage justement, c'est une voie d'excellence et il faut pour vous la remplacer, elle est sous-utilisée en France? Alors en tout cas, dans les territoires ruraux comme les nôtres, elle est très importante. En Lot-et-Garonne, les 50% de chefs d'entreprise sont sortis de l'apprentissage et du CFA. Il y a 84 000 personnes actives engagées dans l'artisanat et dans l'économie. Donc pour nous, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que d'abord, 80% des apprentis trouvent un emploi pérenne à la fin. C'est l'arme anti-chômage? C'est important. Et chez nous, c'est d'autant plus important que ce sont des emplois non délocalisables. Donc ils font vivre et qui animent nos territoires. Et dans les territoires défavorisés comme le nôtre, c'est quand même une voie d'excellence qu'il faut favoriser. L'an dernier, il y a eu plus 7% d'apprentis en France. Il faut continuer dans cette voie pour finalement rejoindre un peu l'Allemagne ou l'Autriche qui sont un moteur au niveau européen dans cette voie qu'est l'apprentissage. Je ne veux pas couper vos effets, mais nous sommes déjà fin mars, début avril, et ce premier trimestre montre l'inverse. Alors c'est peut-être dû à des problèmes conjoncturels et j'espère que le reste de l'année, on va voir effectivement, vous me dites 7%, je pensais que c'était 4%, et bien sûr qu'il faut favoriser, changer l'image de cet apprentissage, lui redonner ses lettres de noblesse. Et comment finalement mieux encourager ce cursus? Justement, ça passe que par les financements ou c'est aussi de la visibilité? Avant, c'était bon, t'as pas de bons résultats scolaires, on va en filière d'apprentissage. Ça a changé cette image? D'abord, non, peut-être pas assez à mon avis. Il faut tordre le cou aux mauvaises rumeurs. Mais est-ce qu'on ne peut pas se poser la question s'il n'y a pas trop de personnes qui s'occupent de l'apprentissage et de la formation des jeunes? Peut-être y en a-t-il trop. Entre les chambres consulaires, entre les CFA, entre la région, entre les lycées professionnels, donc l'éducation nationale. Ne faudrait-il pas trouver une politique transversale? C'est-à-dire que tous les acteurs soient proactifs et faire des passerelles, par exemple, entre l'éducation nationale et les CFA privés. Quand je pense qu'à Lot-et-Garonne, nous avons un CFA du bâtiment qui est capable d'accueillir 700 élèves, il n'en a que 350 par manque d'information. Si ce CFA pouvait rentrer dans les lycées, participer aux journées d'information sur l'avenir des jeunes, peut-être il y aurait un impact beaucoup plus prégnant. C'est ça qu'il faut développer. Il faut développer des passerelles, il faut que les gens se parlent, il faut beaucoup plus de concertation. Il y a aussi une obligation pour les entreprises d'accueillir un certain pourcentage d'apprentis, il est de 4%. Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, relever ce seuil pour qu'il y ait plus d'apprentis dans les entreprises et donc finalement plus d'apprentis dans ces voies? Oui, tout à fait. Mais je crois que les entreprises, depuis ces dernières années, elles jouent vraiment le jeu. Il faut peut-être les aider. La dernière loi qui vient d'être votée permet aussi de faire des contrats beaucoup plus simples. La difficulté, c'était ça aussi. C'était compliqué de faire des contrats. On demandait beaucoup. Aujourd'hui, l'État a voulu simplifier. C'est une bonne mesure que je salue. Mais effectivement, il faudrait peut-être faire plus pour inciter ces chefs d'entreprise d'être des formateurs. On l'a entendu juste avant, on avait un débat sur le rôle du conseiller territorial. Et donc, je vais vous demander finalement, c'est quoi le bon seuil de décision pour parler d'apprentissage? Lors de la dernière loi NOTRe, ça a été transféré aux régions. Est-ce que finalement, les grandes régions, c'est les plus compétentes pour décider de la politique d'apprentissage? Alors, les grandes régions, peut-être pas. Moi, j'étais tout à fait heureuse d'avoir ma région de Nouvelle-Aquitaine où il y avait 5 départements. Et à cette échelle-là, bien sûr que c'était à la région de s'occuper d'apprentissage parce qu'elle connaît bien ses territoires. Il y avait 5 départements. Aujourd'hui, nous avons la plus grande région de France. Je ne suis pas sûre que l'efficacité soit la même. Est-ce qu'il n'y a pas justement des zones plus éloignées du centre de décision qui pâtissent un peu de cette centralisation régionale?
Probablement, mais le remettre à l'échelle départementale, ça me paraît un petit peu difficile. Mais on doit trouver, me semble-t-il, un juste milieu pour arriver à régler ce problème qui ne doit pas être un problème. Aujourd'hui, nos jeunes ont besoin plus que jamais qu'on s'occupe d'eux. Et sur le conseiller territorial en tant que tel, je vous pose la question, puisque vous avez été conseillère départementale et conseillère régionale, est-ce que finalement on peut occuper les deux fonctions? Bien sûr qu'on peut occuper les deux fonctions. Moi j'étais pour le conseiller territorial. Et donc vous défendrez si jamais ça revient? Tout à fait. Merci beaucoup Christine Bonfanti-Dossat d'avoir été notre invitée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour son émission On va plus loin. Excellente suite des programmes sur Public Sénat.